Et on va donc écouter cette conférence de presse. Monsieur le Président Zelensky, c'est un honneur pour moi de vous accueillir à nouveau à la Maison-Blanche. Nous avons passé beaucoup de temps au téléphone et en vidéo chat et c'est un plaisir de vous voir en présentiel. Nous sommes en communication étroite depuis le tout début de ce conflit. Et cela a beaucoup de sens de nous parler en face à face, en se regardant dans les yeux. Votre leadership dans cette crise a inspiré le peuple ukrainien, le peuple américain, le monde entier. C'est votre première visite depuis le mois de février, alors que le président Poutine a escaladé, a renforcé son attaque en ciblant les infrastructures critiques pour rendre la vie la plus difficile possible pour les innocents ukrainiens, des enfants, de très jeunes enfants, en ciblant des écoles, des orphelinats. Le nouvel an arrivé, il est important pour les Américaines et les Américains et pour le monde de vous entendre directement, Monsieur le Président, d'entendre ce qu'est le combat et de savoir quel est le besoin d'être solidaire jusqu'en 2023. Nous marquons aujourd'hui le 300e jour depuis le début de l'agression russe de l'Ukraine. 300 jours depuis que Poutine a lancé une guerre non provoquée, non justifiée, une guerre contre le peuple ukrainien. 300 jours depuis que les Ukrainiens montrent à la Russie et au monde leur ténacité, leur détermination sans faille. J'insiste, sans faille, leur détermination à choisir leur propre avenir. Au peuple ukrainien, je vous dis, vous avez montré au monde votre force face à l'agression, face à l'appétit impérialiste de ces autocrates qui pensent à tort qu'ils vont pouvoir vous faire fléchir. Ils n'ont d'ailleurs pas réussi. À ce jour, ils ont été isolés. Mais vous n'êtes pas isolés, vous avez reçu énormément d'aide, un fort soutien, vous n'êtes jamais seul, vous ne serez jamais seul. La liberté de l'Ukraine est en jeu et les Américains d'aujourd'hui comme d'hier n'hésiteront jamais à vous soutenir. Les Américains de tout milieu, des démocrates, des républicains, ont les ressources pour vous apporter un soutien sans équivoque. En effet, nous comprenons au plus profond de notre corps que la guerre de l'Ukraine dépasse les frontières. Le peuple américain sait que si nous sommes solidaires avec vous face à cette attaque contre la liberté et la démocratie, cette attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale, le monde pourrait être confronté à de plus graves conséquences. Comme je l'ai dit, le peuple américain est prêt à faire face pour la liberté, faire face aux agresseurs. Voilà qui nous sommes. C'est exactement ce que nous avons fait. Même avant le début de l'invasion, lorsque Vladimir Poutine a amassé des forces à la frontière, nous nous sommes assurés à ce que l'Ukraine soit prête à se défendre avant même l'invasion. Nous avons apporté des armes de défense, y compris des systèmes de défense air, de l'artillerie, des munitions et bien d'autres choses. Et nous n'étions pas seuls. Dès le début, les États-Unis ont mobilisé des partenaires et des alliés des quatre coins du monde pour faire face aux côtés de l'Ukraine. Et nous avons imposé des sanctions sans précédent sur les exportations Russie, ce qui a miné les efforts russes. Plus de 50 nations se sont engagées à hauteur de 2000 tanks et autres véhicules blindés, plus de 800 systèmes d'artillerie, plus de 2 millions de magazines d'artillerie et plus de 50 systèmes de missiles. Tout cela pour renforcer l'Ukraine. Ensemble, nous avons apporté des milliards de dollars en aide budgétaire afin de nous assurer que le gouvernement ukrainien puisse continuer à apporter des services de base aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Les soins de santé, l'éducation, le personnel d'urgence, plus 2 milliards de dollars en soutien budgétaire de la part du peuple américain
que la Banque mondiale a distribué un petit peu plus tôt cette semaine. Nous avons apporté une assistance humanitaire pour aider les millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui ont été contraints de quitter leur foyer à cause de cette guerre brutale et inhumaine lancée par Poutine. Les communautés aux quatre coins de l'Europe ont ouvert leurs portes pour aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens dans le besoin. Les États-Unis sont fiers d'avoir accueilli plus de 221 000 Ukrainiennes et Ukrainiens qui y ont trouvé refuge dans le cadre de notre programme Unis pour l'Ukraine. Aujourd'hui, 374 000 $ ont été apportés pour l'aide humanitaire. Nous apportons des denrées alimentaires et des vêtements aux 1,5 million d'Ukrainiens. Nous leur donnons accès aux soins de santé, à une eau potable et nous les aidons à rester au chaud pendant l'hiver pour plus de 2,5 millions d'Ukrainiens. Les États-Unis et nos alliés et partenaires aux quatre coins du monde ont apporté différentes formes d'assistance en un temps record. Cela a été critique pour les réussites de l'Ukraine. L'Ukraine a remporté la bataille de Kiev, de Kherson, de Kharkiv. L'Ukraine a fait face et a remporté la bataille contre la Russie. Président Zelensky, vous avez exprimé une chose très clairement. Vous êtes prêt, comment dire, non, lui non, mais vous êtes prêt à négocier une paix juste. Nous savons que Poutine n'a aucune intention de mettre un terme à cette guerre cruelle. Les États-Unis sont prêts à s'assurer que le peuple ukrainien courageux puisse continuer à défendre son pays contre l'agression russe, tant que nécessaire. Et je tiens à remercier les membres du Congrès. Je les remercie pour leur soutien bipartisan envers l'Ukraine. Et je me réjouis de signer une loi qui inclut 45 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. J'ai également signé une autre loi de défense qui autorise le ministère de la Défense d'apporter des matériels de défense à l'Ukraine et d'autres équipements afin de renforcer la sécurité nationale du pays. Aujourd'hui, j'annonce une aide supplémentaire. 1,850 milliard d'aides qui inclut des transferts directs d'équipements à l'Ukraine pour répondre à ses besoins, ainsi que des contrats pour apporter des munitions à l'Ukraine, les munitions dont l'Ukraine aura besoin dans les mois à venir pour son artillerie, ses tanks et ses lanceurs de missiles. En plus de ces nouvelles capacités, comme les munitions de précision, ce paquet aura une batterie de missiles patriotes. Nous formerons les forces armées ukrainiennes dans le cadre des efforts en cours pour renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. Cela va prendre du temps. Il faudra du temps pour former les Ukrainiens. Mais les missiles patriotes seront un nouvel actif pour l'Ukraine qui cherche à se défendre contre l'agression russe. Dans l'ensemble, aujourd'hui, le nouveau système de sécurité représente 2,2 milliards de dollars de soutien supplémentaire pour le peuple ukrainien. Il est important d'être clair sur ce que la Russie fait. La Russie attaque les infrastructures critiques de l'Ukraine, détruit les systèmes de chauffage, d'éclairage pendant les mois les plus sombres et les plus froids de l'hiver. La Russie utilise l'hiver comme une arme. La Russie cherche à affamer, à geler la population, à les couper les uns des autres. C'est le dernier exemple des atrocités innommables commises par les forces russes contre des innocents russes, des enfants russes et leurs familles. Les États-Unis travaillent aux côtés de leurs partenaires et alliés afin d'apporter des équipements nécessaires pour aider les Ukrainiens à réparer le système de distribution de l'énergie, pour renforcer la stabilité du réseau ukrainien face à ces attaques ciblées de la Russie. Nous travaillons également pour tenir la Russie responsable. Nous assurerons que justice soit rendue contre les crimes de guerre commis par la Russie. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est le quatrième soir de Hanouka, un soir où les Juifs du monde entier, le président Zelensky et beaucoup d'autres familles honorent le miracle
où quelques petits combattants se sont battus pour leurs valeurs et leur liberté contre une bien plus grande armée, et comment ils ont pu relever ce grand défi, comment la flamme de la foi, avec uniquement de l'huile pour un soir, a brûlé pendant 7 jours. C'est une histoire de résilience qui nous rappelle que les mois les plus froids, que même dans les mois les plus froids de l'année, la lumière l'emportera toujours sur les ténèbres et que l'espoir l'emporte sur le désespoir. Tant qu'il y a de bonnes personnes qui sont prêtes à faire ce qui est juste, nous vaincrons. Il y a eu beaucoup trop de pertes inutiles en Ukraine. Et je tiens à vous assurer une chose, Monsieur le Président Zelensky, je tiens à vous assurer une chose. Et le peuple ukrainien doit le savoir également. Le peuple américain sera à vos côtés à chaque étape et nous resterons à vos côtés. Nous serons solidaires jusqu'à ce qu'il faudra. Ce que vous faites, ce que vous avez réalisé est important pour l'Ukraine, mais également pour le monde entier. Et ensemble, je n'ai aucun doute sur le fait que la flamme de la liberté continuera à briller et la lumière continuera à l'emporter sur les ténèbres. Merci d'être ici, Monsieur le Président, et nous resterons à vos côtés. Monsieur le Président, Monsieur le Président Biden, chers invités, chers journalistes, mesdames et messieurs, je suis venu aux États-Unis pour vous transmettre nos mots de gratitude. Votre peuple fait tellement de choses pour nous. Je vous remercie de cela. Cette visite aux États-Unis est une visite historique dans les relations entre l'Ukraine et les États-Unis. En 300 jours de cette guerre, nous avons lancé une nouvelle étape dans nos relations. Nous avons des rapports et des relations d'alliés. Et j'ai ressenti cela aujourd'hui lors de tous mes entretiens, lors de toutes les négociations. Je tiens à remercier le président Biden à nouveau de son soutien généreux, de la compréhension de l'Ukraine et de la situation, ainsi que du soutien de la part de la coalition mondiale. Je remercie le président Biden pour ses efforts personnels qui ont réuni le monde entier, y compris le Sud. Lorsque nous nous battons pour le droit international, pour la liberté, c'est utile pour tout le monde, pour l'Ukraine et pour les États-Unis. Je tiens à remercier le Congrès pour le soutien bipartisan. Et j'ai eu l'occasion de dire tous mes remerciements pour la nouvelle aide qui va être octroyée à l'Ukraine. La question primordiale dans tous les entretiens, c'était la voie vers la victoire. J'ai eu d'excellentes opportunités aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Biden a annoncé un nouveau paquet de soutien de 2 milliards de dollars. Et l'élément clé de ce paquet est le système de missiles Patriot, ce qui renforcera notre système de défense aérienne. C'est très important pour renforcer notre bouclier aérien. C'est la seule voie pour pouvoir protéger notre peuple, nos citoyens et nos sites d'infrastructure. Il était extrêmement important de coordonner nos efforts pour la suite. Nous avons parlé en détail de nos attentes pour l'année prochaine. C'est très important pour tous les Ukrainiens.
Tout d'abord, un grand merci à nouveau au président Biden pour le soutien à la hauteur de 45 milliards de dollars. J'espère que le Congrès adoptera et soutiendra cette décision. En effet, 45 milliards, c'est une grande aide. C'est un investissement américain dans la protection de la liberté et dans le renforcement de la sécurité globale. Je sais que le leadership américain sera solide dans l'avenir également. Vous allez être à nos côtés pour défendre les valeurs de la liberté. Je sais que malgré toutes les difficultés, le soutien bipartisan et bipartite restera. Et je vous dis un grand merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opposition à la terreur russe, de la protection de l'infrastructure énergétique. Nous devons passer ce cap de l'hiver. Nous devons sauver nos Ukrainiens, nos vies. C'est une question primordiale, question humanitaire, question de survie. Nous discutons également de la pression par le biais des sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie. La Russie doit se rendre compte qu'elle fait ses agissements non seulement contre l'Ukraine, mais contre le monde entier. Et nous comptons sur le leadership américain et nous avons des propositions concrètes pour pouvoir y arriver. Nous proposons le Global Peace Formula et la formule globale de la paix, et nous pensons qu'il est important de chercher les solutions pour pouvoir établir l'intégrité territoriale. Et la dernière chose, il est important de renforcer nos capacités de combat et militaires dans les mois à venir. Je ne vais pas dévoiler les éléments de ce renforcement. Je pense que vous allez me comprendre. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons prendre des questions. Alex de Yahoo News. Merci, Monsieur le Président. En 2022, vous avez présidé une coalition internationale bipartisane pour soutenir l'Ukraine. Comment allez-vous maintenir cette coalition et comment allez-vous vous assurer que cette coalition ne s'effondre pas en 2023? Et au président Zelensky, bienvenue à Washington en cette jolie journée d'hiver. Quel est le message que vous souhaitez envoyer au peuple américain? Alors, je vais répondre à votre première question. Je ne suis pas préoccupé par le maintien de cette alliance, l'OTAN, qui implique d'autres nations. Aucune préoccupation, aucun souci. L'interprétation se fait en simultané. Très bien. Alors, je poursuis. Je n'ai jamais vu l'OTAN ou l'Union européenne plus unies qu'aujourd'hui. Et il n'y a aucun signe de changement à l'horizon. Nous savons ce qui est en jeu. Nos partenaires européens le savent d'autant plus. Et ils comprennent clairement. Nous n'avons jamais vu une telle invasion d'un pays européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les Européens savent clairement que Poutine va poursuivre son attaque à moins que nous résistions, à moins que les Ukrainiens ne résistent. Nous savons que c'est l'idée de souveraineté, la charte des Nations Unies qui sont en jeu. Poutine pensait affaiblir l'OTAN. C'est l'inverse qui s'est produit. Il souhaitait diviser l'Europe. Mais qu'a-t-il fait? Il a renforcé l'Europe. La Suède et la Finlande ont renforcé l'OTAN. Nous voyons donc beaucoup de soutien. Le secrétaire de la Défense, le secrétaire d'État, lorsque nous communiquons avec l'OTAN, nous voyons qu'il y a un grand soutien, même un soutien de la part du Japon et d'autres pays. Alors je n'ai aucune crainte quant à la solidarité et au soutien vis-à-vis de l'Ukraine. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Vous me demandez quel est le message que je souhaite envoyer au peuple américain.
Alors, c'est un message très simple. C'est important pour moi. Nous avons la même volonté, la même compréhension, le même sens de la vie. Mon message est le suivant. Je vous souhaite la paix. On ne comprend la beauté de la paix que lorsqu'il y a la guerre dans son pays, lorsqu'il y a un terroriste, comme un terroriste russe qui vient frapper à votre porte. Et je vous souhaite que vos enfants vivent en prospérité. Et je souhaite que vos enfants aillent à l'université et que vos enfants aient des enfants. Voilà tout ce que je peux vous souhaiter. Et bien évidemment, je vous souhaite d'être à nos côtés, de rester à nos côtés, car nous nous battons réellement pour notre victoire commune contre cette tyrannie. Voilà la vie. Et nous vaincrons. Et je souhaite réellement que nous remportions la victoire ensemble. Merci. Je ne veux pas, non, j'en suis sûr, nous vaincrons ensemble. Vous souhaitez donner la parole à un correspondant ukrainien? Je vous prie. Yeah, thank you. Dmitry Anopchenko, Ukrainian television. President Zelensky, President Biden, I got a question to both of you. Une question à chacun d'entre vous, mais en tant qu'Ukrainien, je tenais à remercier les États-Unis de soutenir mon pays. Vous savez, ma famille est en Ukraine et je sais qu'ils ne seraient pas en vie aujourd'hui sans le soutien politique et militaire des États-Unis. Merci beaucoup. Quant à ma question, nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre. Et aujourd'hui, vous avez décrit comment parvenir à la paix, comment mettre un terme à la guerre, des négociations de paix. Alors, pouvez-vous partager votre vision? Quel est le meilleur moyen de mettre un terme à cette guerre et comment parvenir à la paix? Merci. C'est moi qui réponds. Vous avez commencé cette question. Désolé, parfois je passe en ukrainien sans m'en rendre compte. Vous avez commencé votre question en disant que votre famille se trouve en Ukraine et là, vous êtes aux États-Unis. En effet, la position de leader des États-Unis, et c'est une pure vérité, il faut se rappeler le fait que sans ce soutien, sans également ce soutien, votre famille aurait été en effet en danger. Maintenant, revenons à votre question. Je n'ai pas bien saisi le sens de la question. Eh bien, la paix juste. J'avoue, j'ignore ce que c'est la paix juste. C'est une question philosophique. Est-ce qu'il y a une guerre juste? Vous savez, nous avons des interprétations différentes de tout ce qui est juste. Pour nous, ce qui est juste, c'est notre souveraineté, l'intégrité territoriale, la récompense et la restriction. Mais je suis désolée, je parle aujourd'hui beaucoup des enfants. Moi, je suis père de famille. Et vous savez très bien que nos parents, nos Ukrainiens, ont perdu leurs enfants. Eh bien, est-ce qu'une récompense pécuniaire pourrait compenser ces pertes? Non, pas du tout. En anglais, on parle de revenge, de revanche. Et donc, ils pensent qu'à une seule chose,
Et cette agression russe fait qu'il y a de plus en plus de parents qui perdent leurs enfants et qui vont vivre avec ce sentiment de prendre leur revanche. Il n'y a pas de paix juste dans le cadre d'une guerre, de cette guerre que je n'arrive même pas à décrire. Je ne peux pas vous donner cette définition de cette guerre lancée par ces sous-hommes et sous-femmes. Je vais répondre également. Nous partageons la même vision. Une Ukraine libre, indépendante et prospère, c'est notre vision. Nous souhaitons que la guerre prenne fin. Et comme je l'ai dit, la guerre se terminera lorsque Poutine aura la dignité de retirer ses forces. Mais cela ne va pas se passer dans un avenir proche. Alors, déjà, nous allons nous assurer que l'Ukraine remporte la victoire sur le champ de bataille. C'est possible grâce à notre aide, grâce à l'aide de nos alliés européens et autres. La question est de savoir... La question est de s'assurer que lorsque le président Zelensky pourra discuter avec la Russie, il pourra le faire car il aura déjà remporté la victoire sur le champ de bataille. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette guerre sur la Russie, sur les pertes, et sous-estimer les pertes russes. Il y a 2 jours, vous avez vu Poutine déclarer que cette guerre est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Il pensait être capable de briser l'OTAN, l'Occident, l'Alliance. Il pensait être accueilli à bras ouverts par les Ukrainiens russophones. Il s'est trompé sur toute la ligne. Il continue à se tromper et à se fourvoier. Il ne peut remporter cette guerre. Et une fois qu'il se rendra compte qu'il ne peut pas gagner la guerre, c'est à ce moment-là qu'il faudra s'assurer que le président Zelensky peut discuter avec lui. À mon tour de donner la parole. Phil Medley, de CNN. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur le Président. Vos conseillers disent souvent à quel point il est important de se rencontrer en face à face. Après avoir passé 2 heures et quelques en face à face avec le président Zelensky, qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous tiré de cette réunion que vous n'auriez pas pu tirer dans un coup de téléphone ou en visio? Par ailleurs, avez-vous abordé le fait que il n'y aura plus d'escalade une fois... Ou avez-vous parlé des possibilités d'escalade une fois qu'il y aura des missiles patriotes déployés? Je vais répondre à votre première question. On dit toujours que la politique, c'est une affaire personnelle. C'est regarder les gens droit dans les yeux. Rien ne remplace une conversation en face à face, avec un ami ou un ennemi d'ailleurs. Et cette possibilité de les regarder dans les yeux. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Nous nous sommes déjà vus plusieurs fois. Et Poutine cible de plus en plus les civils, les femmes, les enfants, les orphelinats. Cet homme va échouer. Il a déjà échoué. En effet, aujourd'hui, il sait qu'il sera impossible d'occuper toute l'Ukraine. Il sait qu'il ne sera jamais accepté par le peuple ukrainien. Il a échoué par le passé. Il est très important que tout le monde voit que le président Zelensky et moi-même sommes alliés, sommes unis. Il ne peut pas réussir. Je me trompe peut-être, mais je sais que je juge tous les dirigeants sur leurs paroles, leur cohérence, et lorsqu'ils me regardent dans les yeux. Vous voyez, regardez cet homme. Cet homme, il est honnête quant à qui il est. On sait clairement qui il est. Il est prêt à donner sa vie pour son pays. De même pour toute son équipe qui l'accompagne aujourd'hui. Il est important de dire que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Ukraine l'emporte. Quelle était la deuxième partie de votre question? Avez-vous parlé du potentiel, de la potentielle escalade du conflit en déployant des missiles patriotes?
Je n'en ai pas parlé avec le président Zelensky, mais c'est un système de défense. C'est un système de missiles de défense. Ce n'est pas une mesure d'escalade, c'est un système de défense. Ce serait formidable qu'il n'ait pas à l'utiliser. Président Zelensky, une fois de plus, bienvenue à Washington. Vous avez dit précédemment que vous souhaitiez faire cette visite depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui? Et pouvez-vous nous dire quel est le message que vous souhaitez envoyer à Poutine? Il y a 24 heures, vous étiez au front avec des bruits de bombardement et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la Maison-Blanche aux côtés du président. Merci beaucoup de votre question. En ce qui concerne le message envoyé à Poutine, je me tiens debout ici, aujourd'hui, à côté du président américain Biden, parce que je le respecte en tant que personne, en tant que président, en tant qu'homme, pour son humanité. Pour moi, c'est une personnalité historique. Je peux envoyer des messages au président Biden. Par exemple, si vous avez plaisanté aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera après l'envoi des patriotes? Eh bien, moi, je voudrais bien envoyer le message suivant. J'aimerais avoir des patriotes, davantage de patriotes. On est en guerre, désolé. Désolé vraiment, mais voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, en ce qui concerne le président Poutine, en 2019, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du format Normandie et j'étais devenu président de l'Ukraine. Et nous avions envoyé des messages à Poutine pour éviter l'agression, cette invasion, pour soutenir notre intégrité territoriale, notre unité. Et lorsque nous envoyions ces messages, il disait qu'en effet, la guerre était hors de question. Et donc, c'était un mensonge. Il a trahi sa parole et on peut effectivement penser à l'époque de l'Union soviétique. Lui, il a pensé à cette époque. Je pense que son attitude est peu adéquate vis-à-vis du monde entier. À quoi bon de lui envoyer un message à Poutine? Ça voudrait dire que le monde s'intéresserait à Poutine. Non, il ne fait rien pour sa culture, pour son pays. This will be the last question. Une dernière question. Olga Koshelenko, 1+1 TV channel. When the full-scale invasion started, US officials said that Au début de l'invasion, les responsables américains ont déclaré que l'Ukraine ne pouvait pas recevoir de patriotes, de missiles patriotes. Ça risquait d'exacerber le conflit. Aujourd'hui, ces missiles patriotes vont être livrés. L'Ukraine a besoin plus que jamais de capacités, des missiles de longue portée. Alors je suis peut-être naïf, mais pourrait-on offrir à l'Ukraine toutes les capacités dont elle a besoin pour libérer tous les territoires aujourd'hui plus que jamais, plus tôt ou tard? Sa réponse est oui, oui, il veut plus d'armes tout de suite. Oui, je suis d'accord. Je vais être franc avec vous. Il est important de garder une chose à l'esprit. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, nous dédions énormément, nous offrions beaucoup de systèmes de sécurité à l'Ukraine. Nous avons apporté à l'Ukraine ce que le pays avait besoin, ce dont le pays avait besoin pour se défendre, quand ils en avaient besoin. Depuis l'invasion, plus de 200 milliards de dollars de systèmes ont été apportés.
1,8 milliard de plus approuvés hier en assistance à l'Ukraine afin que l'Ukraine l'emporte sur le champ de bataille. Et nous travaillons avec nos alliés et nos partenaires afin de générer des capacités dans 4 domaines clés. La défense aérienne, comme vous le savez aujourd'hui, les missiles Patriot sont les meilleurs pour renforcer ce domaine. Deuxièmement, nous cherchons à faire plus. Nous avons apporté des centaines de systèmes d'artillerie avancés et de dizaines de pays. Troisièmement, nous travaillons avec nos partenaires pour apporter des chars d'assaut et d'autres blindés à l'Ukraine. Et quatrièmement, nous avons annoncé aujourd'hui 200 000 munitions. Alors, pourquoi ne pas tout donner à l'Ukraine d'un coup? Eh bien, pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a toute une alliance qui doit rester solidaire avec l'Ukraine. Et donner à l'Ukraine des équipements différents aurait pour conséquence de briser l'OTAN et l'Union européenne et le reste du monde. Nous allons apporter à l'Ukraine, offrir à l'Ukraine ce dont elle a besoin afin de se défendre, de l'emporter sur le champ de bataille. Et l'autre volet, vous vous souvenez peut-être d'une des raisons. Bon, je ne vais pas vous donner le calcul, mais j'ai passé plusieurs centaines d'heures en face à face avec nos alliés européens, les chefs d'État de ces pays, pour expliquer pourquoi il était dans leur intérêt de continuer à soutenir l'Ukraine. Ils l'ont bien compris. Toutefois, ces alliés ne sont pas prêts à entrer en guerre contre la Russie. Ils ne cherchent pas à déclencher une 3e guerre mondiale, quelque chose qui peut être évité si l'Ukraine l'emporte sur le champ de bataille. Voilà, j'aurais plus de choses à dire, mais je pense avoir déjà trop parlé. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, aucune inquiétude à vous faire. Nous restons aux côtés de l'Ukraine et nous resterons aux côtés de l'Ukraine tant qu'il faudra. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis. Voilà cet événement tellement marquant, conférence conjointe Volodymyr Zelensky et Joe Biden. Poutine va échouer, les livraisons de patriotes, cette forme de culot ukrainien qui déjà demande encore plus d'armes, et vous allez réagir, Ludmila Totieva. L'intégrité des territoires qui devront être respectés. À la fin, une petite pique aussi aux Européens. Mais d'abord, Vladimir Poutine, cette sorte de message à Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous avez noté le premier geste de Joe Biden comme ça. Hein. Il fait le point comme s'il était lui aussi au combat. Et il y a un premier message là à Vladimir Poutine. Poutine échouera, quoi qu'il arrive. Oui, il a dit Poutine va échouer. Poutine a déjà échoué. Et on ne le laissera pas gagner. En fait, c'est ça le message de ce soir. Et le message qu'il a voulu donner en faisant venir Volodymyr Zelensky à côté de lui. Le reste, ça se discutera, les modalités techniques, les armes, les négociations plus tard. Mais une chose doit être certes claire dans la tête de Poutine, surtout après son discours d'aujourd'hui, où lui-même, on ne le laissera pas gagner la guerre. Voilà, c'est simple. Il a voulu rentrer, casser la sécurité européenne, casser la sécurité mondiale. Les Américains ne le laisseront pas faire. Avec un Joe Biden donc particulièrement offensif ce soir. Comment vous l'avez trouvé, Laurent Saïm, le président américain? Très en forme, très offensif, ne bégayons pas, étant sûr de lui et disant nous sommes à vos côtés quoi qu'il arrive. Il y avait 2 messages. Dire à l'Ukraine, Poutine va perdre. Deuxième message, dire aux Américains et notamment dire aux Républicains, attention, c'est un combat important. L'Amérique sera toujours aux côtés de l'Ukraine et il faut que les Américains comprennent aussi cela parce qu'il va y avoir un débat. Il va y avoir un débat qui va arriver et une lassitude de l'opinion publique américaine sur l'aide à l'Ukraine. 3e message que Joe Biden a donné, la guerre sera longue, mais encore et toujours, l'Amérique sera toujours à vos côtés. Et après, sur la division européenne, là, vous êtes plus européens pour discuter du message subliminal envoyé avec beaucoup de C'est la fin de la conférence de presse quand il dit Ouais. J'ai peut-être trop parlé, Guillaume Roquette, et il dit ça. Voilà, pendant des centaines d'heures, j'ai dû convaincre, c'est ce qu'il dit en substance, les Européens, sous-entendu, moi je suis le vrai chef de guerre, les Européens, c'est un peu plus ramolli. Mais oui, effectivement, alors même qu'il n'y avait pas de question directe qui était posée là-dessus, il a... C'est les plus fines vacheries, ça. Le besoin de le dire et de rappeler
c'est qui le patron, quoi. Les choses sont aussi simples que ça, finalement, comme souvent dans les relations internationales, quand on arrive au cœur des sujets. Elle reste splendide. Ludmila Totieva, elle a un sourire, là, ça veut vraiment dire elle boit du petit lait, là, depuis tout à l'heure. Oui, et d'autant que Joe Biden, avec cette conférence de presse, moi, je me mettais dans la tête de l'Américain moyen, pour qui l'Ukraine, c'est loin, qui n'identifie pas forcément les forces en présence. Et là, d'un seul coup, il y a cet homme dont Biden commence par dire qu'il impressionne le monde entier par son charisme, et ensuite de dire de façon très précise, on est là pour aider les enfants américains qui ont froid, contre les Russes qui bombardent des orphelinats, et cette guerre va devenir d'autant plus proche, presque familière aux Américains, qu'elle est aujourd'hui incarnée à travers un homme. Vous êtes dans quel état d'esprit après cette conférence de presse, Ludmila, en tant qu'Ukrainienne? Est-ce qu'il y a une forme de soulagement après cette annonce donc officielle de l'envoi de cette batterie patriote et cette détermination des États-Unis de rester aux côtés des Ukrainiens jusqu'au bout? C'était d'ailleurs les derniers mots de Joe Biden. On restera à vos côtés jusqu'au bout. Ne soyez pas inquiets. Oui, je pense que c'est très rassurant pour tout le peuple ukrainien parce qu'il y a cette question jusqu'où les partenaires occidentaux, qui sont quand même très impliqués dans tout ce qui est l'aide militaire, ils vont rester à nos côtés. Je pense que tout le monde en réfléchit. Et là, on a la réponse à cette question-là qui est très importante, que le peuple américain, les États-Unis, qui sont les premiers en termes du nombre d'aides militaires qu'ils apportent, parce qu'ils en ont les capacités, alors qu'ils vont rester à nos côtés. Après, pour juste rebondir sur la dernière question que la dame ukrainienne, de journaliste ukrainienne, elle posait, c'est pas anodin cette question. Pourquoi vous donnez pas plus d'armes? Parce que ce que les Ukrainiens disent, le peuple ukrainien, quand vous parlez aux gens, ils disent mais pourquoi les Européennes ou le monde occidental ne comprend pas que maintenant, il faut juste tout réunir, nous donner tout de suite, et là, ça va faire l'effet. Parce que nous, on souffre chaque jour, et chaque jour, on paye le prix. Ils ne comprennent pas les gens qui survivent, déjà les bombardements, leurs maisons détruites, sans électricité, sans eau chaude, et surtout qu'ils ont quand même des pertes de côté ukrainien aussi. Les gens ne comprennent pas. Et là, la réponse, elle est beaucoup plus technique, malheureusement, qu'il y a la cohérence, il y a la coordination avec les alliés qui devrait se faire. À cela s'ajoute la malice de Volodymyr Zelensky quand il joue avec l'idée, mais nous, une batterie de patriotes, c'est bien, mais on en veut encore plus. Vous en avez d'autres, oui. Il vient, lui qui est originaire des communautés juives d'Europe centrale, il y a ce mot yiddish de chutzpah, le vrai culot, où on a déjà, mais on a ça, on demande plus, mais il faut y aller. Évidemment, Et cette malice qu'il a exprimée dans beaucoup de moments, là, elle éclate évidemment de manière très frappante. Petit bémol quand même, on dit oui, Poutine va échouer, mais il n'y a aucun mot sur faire tomber Poutine, sur mettre à genoux ce régime, comme par le passé, le président Biden avait pu le dire. Oui, il avait dit un certain nombre de choses qui d'ailleurs avaient été rattrapées par des conseillers de la Maison-Blanche en disant c'est un criminel. Voilà. Et donc il n'a plus ce langage. Il avait dit c'est un dictateur, un criminel. Là, on reparle du président Poutine, on parle des perspectives d'après la guerre. Mais je crois ce qui est. Il parlait de Boucher, les mots de Biden étaient extrêmement durs. Mais il était sans doute allé trop loin. Et effectivement, là, je l'ai trouvé comme Laurence, tout à fait en pleine forme. Il n'a pas bégayé. Il sait ce qu'il veut, si vous me permettez. Je voulais dire aussi, en fait, il s'est de nouveau positionné en chef de file. Il a dit les USA ont mobilisé les partenaires. En d'autres termes, il a fait beaucoup d'efforts pour essayer de les mobiliser. Il a parlé d'une coalition internationale. Et enfin, il y a quand même aussi un message à destination du Congrès, parce qu'il a dit je remercie le Congrès bipartisan. En d'autres termes, le nouveau Congrès qui va prendre ses fonctions au mois de janvier, ça risque d'être un peu plus difficile. Et enfin, tout le monde avait dit, il va peut-être faire pression sur la paix. Mais c'est quoi cette paix juste? Il a réitéré le fait que les États-Unis seraient toujours aux côtés de l'Ukraine tant qu'il y aura la guerre. Et la paix, eh bien, c'est d'abord recouvrer la souveraineté territoriale. Écoutons les propres mots de Joe Biden, parce qu'on souligne effectivement, on a souvent dit, il est âgé, etc. En réalité, chaque mot est très soigneusement pesé. Il y a une maîtrise politicienne de Joe Biden qui est très frappante. Écoutez ces mots très précisément. Cet homme va échouer. Il a déjà échoué. En effet, aujourd'hui, il sait qu'il sera impossible d'occuper toute l'Ukraine. Il sait qu'il ne sera jamais accepté par le peuple ukrainien. Il a échoué par le passé.
Ouais, très direct, effectivement, Guillaume Roquette, ce soir, sans parler de boucher, effectivement, sans être explicitement offensif contre Poutine. Voilà, il le dit juste. Ils échoueront, ils ne gagneront pas. Il a été factuel. Et en fait, paradoxalement, cette sobriété dans le ton donnait encore plus de force au discours. Parce qu'on voyait bien qu'on n'était pas dans une espèce de propos, de harangue, de tribune, mais bien dans une espèce d'analyse froide de la situation et du rapport de force. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, comme vous l'indiquiez, que Joe Biden n'attaque plus personnellement Poutine. Il parle quand même, quand il cite les bombardements russes sur les infrastructures civiles, il parle d'atrocités innommables. Alors, c'est la traduction en français, j'ai pas entendu le qualificatif américain, mais on est quand même dans une disqualification très forte de ce qui est fait par les Russes. Je vais me permettre de différer un tout petit peu de mes camarades. Parce que quand Joe Biden dit que les Ukrainiens ont su résister aux appétits impérialistes face à ces autocrates qui pensent à tout faire sans réussir à vous faire fléchir, je trouve que les attaques sont assez fortes et assez... c'est Poutine qui est absolument visé. Donc je trouve que pas que lui, mais... Moi j'ai trouvé Biden très politicien. Et dans le sens le plus washingtonien possible. C'est-à-dire qu'il ne disait pas les choses directement, mais il les disait quand même. Et je trouve qu'il y a une phrase à 22h50 qui est incroyable. Il dit, devant Zelensky, vous êtes prêt à négocier la paix. Poutine n'a aucune intention à négocier la paix. Cette guerre inhumaine. D'une certaine manière, il dit à Zelensky, attention, la paix, c'est aussi vous qui devez la faire et qui allez décider de la faire. Il envoie plein de petits messages. N'oubliez jamais que Biden, ça fait plus de 40 ans qu'il est dans Washington, qu'il sait négocier des deals. Il a inspiré un personnage de fiction qui était très manichéen, avec des gens qui ne se parlaient pas. Il les mettait d'accord. Et face à Zelensky, je l'ai trouvé, mais politiquement, assez habile ce soir. Avec une retenue, ce que souligne Guillaume est très intéressant. Il n'utilise pas de mots extrêmes, effectivement, il n'y a pas dictateur, boucher, etc. Il parle de dignité, par exemple. Si Vladimir Poutine avait la dignité de se retirer, comme s'il y avait une forme d'offre presque au fait que si la Russie avait le bon sens de comprendre qu'elle s'est engagée dans une aventure sans lendemain, elle en sortirait elle-même un peu moins perdante. Mais l'idée de Joe Biden, on le voit pendant toute la soirée, c'est de fermer à Poutine toute espérance qu'il aura un espace pour aller plus loin. Et c'est... Nous ferons tout pour vous empêcher de gagner. Donc, il ne dit pas effectivement qu'ils veulent faire perdre. Il y a pas, mais ça, c'était pas la ligne de Biden d'ailleurs. Il avait il a recadré très rapidement Blinken et son secrétaire d'État à la Défense. C'était pas non plus la ligne de son conseiller à la sécurité. En revanche, c'est clair, il ne veut pas que Poutine gagne, il ne laissera pas gagner. Donc il dit, négociez tout de suite. Si vous n'en avez pas la décence, vous allez le comprendre. C'est important qu'il le dise aujourd'hui, puisqu'on a encore eu quand même, aujourd'hui, je m'excuse, je reviens un peu là-dessus, mais ce discours de Vladimir Poutine très important, dans lequel il dit, je vais tout donner. On va y revenir etc. sur le nucléaire, donc c'est important. Sur le 1,5 million d'hommes que la Russie est prête à jeter dans la bataille. Après, on commentera, mais c'est important qu'aujourd'hui, face à cet extrémisme de Poutine sur ses objectifs, qui grosso modo redit, oui, je veux prendre Kiev. Il y a ce mot de Roosevelt, il y a ce mot du président Roosevelt, le précédent, qui disait il faut parler doucement avec un gros bâton. Exactement. Il y a quelque chose de cela ici, c'est-à-dire le gros bâton, c'est les patriotes. L'annonce des patriotes est tellement énorme qu'il n'y a même pas besoin d'en rajouter dans dictateur, boucher, killer, etc. La preuve par l'acte, elle est là, évidemment. Là, pour les Ukrainiens, ces patriotes, il faut bien le dire, le président Zelensky lui-même disait, c'est la garantie de notre victoire. Les patriotes nous feront gagner. Oui, c'est ça, et c'est aussi le fait qu'on va pouvoir justement protéger notre ciel de meilleure manière. Je pense que j'ai beaucoup apprécié le fait que Biden, il a quand même décortiqué qu'est-ce que ça veut dire la paix juste. Même que Zelensky, il n'a pas pu répondre de manière plus directe. On a senti la gêne quand même. On a senti la gêne au moment... Peut-être d'ailleurs qu'en régie, on peut la redécouper, cette scène où effectivement le journaliste dit tu veux répondre c'est quoi alors la paix juste, comment vous l'envisagez? Et on sent qu'aucun des deux n'a tellement envie de se mouiller. Allez-y. Et alors pour Biden, il a dit, là il y a toute tout le procédé. Il y a d'abord
que l'Ukraine remporte la victoire sur le champ de bataille. Et c'est dans ce cas-là où on va pouvoir négocier. Parce que quand vous regardez qui est prêt à négocier, et les messages subliminaux et très directs que Poutine passe en son discours, en disposant encore, en ouvrant 2 bases militaires sur les zones occupées et d'autres choses, en missiles hypersoniques, c'est forcément la personne qui ne va pas... Je me permets quand même de souligner qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. C'est le mot comme le Voldemort dans Harry Potter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, le mot de Crimée. Non. Ne pas avoir entendu. Alors, on va y revenir. On parle d'intégrité territoriale, mais chacun sait que sans... bien sûr que ça englobe de votre point de vue, mais évidemment... Ça englobe de point de vue de droit international. Et c'était tellement gênant de voir que sur tous les plateaux télé, chaque fois, quand on parle, Crimée, c'est à part. Non, c'est pas à part, c'est à part entière. C'est pas sur les plateaux télé, c'est aussi parce que même les Américains ont dit que ce serait extrêmement difficile de reprendre la Crimée. Ça change pas les buts de guerre. Ça change pas la donne. Mais il y a quand même des doutes du côté américain sur effectivement la possibilité. Mais Ludmila, vous avez 100% raison, évidemment, mais les choses souvent vont encore mieux en les disant, et c'est vrai que le mot de Crimée n'a pas été prononcé, et ça n'est jamais indifférent dans un moment pareil. Non, et on peut penser que c'est une forme de prudence dans la bouche de Joe Biden. Bien sûr, quand il dit retrouver l'intégrité territoriale, ça veut dire les frontières d'avant 2014 et l'annexion de la Crimée. Il ne dit pas, par exemple, on pourra négocier quand on se retrouvera dans une situation d'avant l'agression russe du 24 février 2022, ce que certains diplomates occidentaux disaient, ce qui était une façon de dire, pour la Crimée, on verra. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Kissinger aussi, il y a quelques jours, l'ancien secrétaire d'État américain, qui disait autant, il proposait un peu un plan de paix. Il est temps de négocier, dit-il. Il faudrait revenir aux frontières d'avant le 24 février. En revanche, la Crimée, il va peut-être falloir négocier. Kissinger était assez pessimiste. Moi, ce qui m'a frappé, ce que je voudrais quand même souligner, j'ai quand même trouvé Biden assez offensif contre la Russie directement. Je trouve que quand vous faites 22... Ça a commencé à 22h40, quand vous savez à quel point tout est minuté. C'est des discours, ils n'arrivent pas, ils improvisent pas. C'est un moment très important, il lisait ses notes, etc. Il a commencé à parler à 22h42, 22h45, Poutine a escaladé les choses. Et puis ensuite, il parle à 22h54, la Russie attaque l'Ukraine, la Russie utilise l'hiver comme l'arme, des atrocités innommables sont commises par les Russes. Il y a plusieurs fois, dans un rythme de discours... Il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau, mais il le dit publiquement dans un moment extrêmement important, avec Zelensky à ses côtés, et toutes les 5 minutes, il parle de Poutine, de la Russie, et là, on est quand même plus dans un affrontement frontale que recherche d'ailleurs Poutine. Et donc, il va falloir surveiller la réaction aussi de Poutine par rapport aux événements d'aujourd'hui. Oui. Moi, je pense à la façon dont les Américains peuvent décrypter cette guerre. Bon, d'abord, je le disais, il y a l'incarnation à travers Zelensky qui est de toute évidence une figure héroïque et les Américains le comprendront bien. Il y a aussi une forme de simplicité, de lisibilité de ce conflit. Et Dieu sait qu'aux États-Unis, sans vouloir être désobligeant, il faut que ce soit facile à comprendre. Et là, quand Zelensky dit nous allons remporter une victoire commune contre la tyrannie au nom des valeurs qui nous réunissent, mais les choses, elles sont claires. On se souvient de conflits précédents dans lesquels les Américains étaient embarqués, je pense en particulier à l'Afghanistan ou à l'Irak, où Dieu sait que c'était pas évident, ni pour les Américains, ni d'ailleurs pour personne, de comprendre si vraiment les États-Unis s'étaient engagés à bon escient, si c'était dans le bon camp, si la démocratie allait en sortir grandie. Mais l'avantage, entre guillemets, pardon de ce qualificatif, mais de ce conflit ukrainien, c'est que il est extraordinairement simple. Et quand en plus, l'ennemi, c'est la Russie, c'est-à-dire l'ennemi historique pour les États-Unis, y compris évidemment du temps du régime communiste, les choses sont relativement simples. Et moi, j'aimerais pas être un parlementaire républicain contre l'aide américaine, parce qu'il va avoir du mal à trouver des arguments. Oui, je voudrais moi, je suis un peu plus réservé. Je trouve qu'il y a beaucoup de flou dans ce qu'a dit Joe Biden. Il reste flou volontairement. Alors, vous dites qu'il attaque directement Poutine, mais tout ce qu'il a dit, ce n'est rien de nouveau. Et quand il dit, par exemple... Mais il a Zelensky à ses côtés, Patrick. C'est énorme. Je suis d'accord, c'est énorme. Ah bah oui. Mais quand il dit la discussion pourra s'engager quand l'Ukraine aura remporté la victoire sur le champ de bataille, c'est quoi le champ de bataille exactement? Ça recouvre quoi? Et je peux vous dire que dès demain, tous les diplomates ont essayé de décortiquer tous les propos du président pour dire quelles en sont la portée. C'est quoi sur le les champ de Européens, bataille? j'espère que Est-ce que c'est avant les frontières du 22 février? Est-ce que c'est en ce compris la Crimée? Vous allez voir que demain, il va y avoir des interprétations du côté de la Maison-Blanche pour dire voilà ce qu'a voulu dire en tout cas, le président Biden. Soulignons